Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à la demande de terrain. En fait, nous en parlons depuis le début du cours de cette demande des investisseurs, des développeurs, des usagers aussi pour les terrains. Mais il s'agissait d'expliquer leur consentement à payer pour un terrain spécifique et non pas leur ou leur désir d'acheter des terrains en général. Donc, ce n'était pas la demande pour l'ensemble des terrains, mais la demande pour un terrain particulier. Or, nous avons besoin de la demande pour l'ensemble des terrains proposés à la vente, de façon à pouvoir placer les acheteurs en face des propriétaires fonciers vendeurs, pour pouvoir placer la demande en face de l'offre, et ainsi construire un modèle qui explique le niveau moyen des prix fonciers ainsi que son évolution dans le temps. On se souvient de la leçon précédente avec ces terrains proposés à la vente, représentés les uns à côté des autres, la largeur de la colonne représentant la quantité de mètres carrés proposés par un propriétaire foncier particulier, la hauteur de la colonne mesurait le prix du mètre carré demandé par ce propriétaire pour qu'il accepte de céder son terrain. L'hypothèse sous-jacente qui permettait de représenter les uns à côté des autres tous ces terrains, eh bien c'était qu'on avait une mesure de leur qualité qui était simplement réduite au mètre carré. Alors comment est-ce possible? Nous avons vu qu'un terrain, c'est beaucoup plus que juste des mètres carrés. Comment est-ce qu'on peut les considérer substituts les uns par rapport aux autres? Eh bien, l'astuce, c'est d'imaginer quelque chose comme des mètres carrés ajustés. Ajustés pour la qualité. Donc un terrain, par exemple, si on dit que le terrain de référence a un indice d'utilisation du sol de 1, ça veut dire que sur 1000 mètres carrés, on peut construire 1000 mètres carrés de surface de plancher, et puis qu'un autre terrain, un terrain particulier a un indice de 1,2, ça veut dire qu'on pourrait construire 1200 mètres carrés de surface de plancher sur ce terrain, eh bien on va admettre que ce terrain équivaut au terrain de référence pour 1200 mètres carrés. Donc c'est la même chose qu'un terrain de 1200 mètres carrés avec un IUS égal à 1. Ça veut dire que la barre sera simplement un petit peu plus large pour ce terrain qui a un indice d'utilisation du sol plus élevé que la référence. Et ça, c'est une façon de prendre en compte la qualité. On peut faire la même chose pour les autres caractéristiques qui font la qualité des terrains. Donc on va jouer sur les mètres carrés de façon à ce qu'on puisse vraiment tout représenter comme étant substituable. Donc représenter l'ensemble de l'offre de terrain sur un seul repère. Et on fera la même chose pour la demande. Dans la leçon consacrée à l'offre de terrain, nous avions aussi vu qu'on représentait les terrains proposés à la vente par ordre croissant. Ça veut dire simplement qu'à un prix très faible, peu de propriétaires proposent leur terrain à la vente, et à mesure que le prix augmente, eh bien, il y a des nouvelles parcelles qui seront mises en vente par leurs propriétaires à ce prix plus élevé. Et on avait défini l'offre de terrain comme étant la quantité de sol que les propriétaires fonciers souhaitent vendre pour un prix du mètre carré. On avait aussi simplifié cette représentation en escalier par une simple ligne droite qui dit essentiellement que plus le prix des terrains est élevé, eh bien plus de terrains sont proposés à la vente, plus de mètres carrés. En particulier, pour un prix comme celui-ci, eh bien, on peut calculer en utilisant la courbe d'offre la quantité de terrain qui correspond à cette quantité-là, qui sont réellement mis en vente à ce prix. Ça veut dire aussi qu'il y a des terrains à droite de ce point qui sont retenus, qui sont thésaurisés par leurs propriétaires en attendant un prix foncier plus élevé. On peut faire une analyse similaire du côté des acheteurs de terrain. Seulement la référence, cette fois-ci, ce ne sera pas le consentement à accepter, mais le consentement à payer. En effet, chaque investisseur potentiel va comparer le placement foncier avec le placement financier et déterminer le prix qu'il peut payer pour que le placement foncier soit comparable à un placement financier. L'usager va arbitrer entre acheter un terrain et prendre un terrain en location. Le promoteur ou le développeur va faire un compte à rebours à partir du prix immobilier pour arriver au prix du terrain qu'il peut payer. Donc toutes ces manières de déterminer des consentements à payer. Et ce que j'ai représenté dans ce repère, eh bien, ce sont tous ces acheteurs potentiels, qu'ils soient investisseurs ou utilisateurs ou promoteurs ou développeurs. Je les ai représentés en fonction des mètres carrés de terrain qu'ils souhaiteraient acheter et du prix qu'ils consentiraient à payer pour ces mètres carrés. Et les acheteurs potentiels sont classés par ordre décroissant des prix, contrairement à l'offre, où on avait un ordre croissant. Ici, c'est un ordre décroissant, simplement parce que la lecture est qu'à un prix très bas, nous avons beaucoup d'acheteurs potentiels, et à mesure que le prix augmente, eh bien, nous avons de moins en moins d'acheteurs qui souhaiteraient acheter des terrains.
Et donc, si on veut, on peut aussi dire que pour un prix élevé, eh bien, ce sont d'abord les investisseurs ou les acheteurs qui consentiraient de payer un prix élevé qui peuvent obtenir du terrain, et à mesure que le prix baisse, vont s'ajouter d'autres acheteurs dont le consentement à payer est plus faible. Ce qu'on peut retenir, bien sûr, c'est que plus le prix du terrain est faible, eh bien plus la demande de terrain va être élevée, plus il y aura d'usagers, d'investisseurs, de développeurs, de promoteurs qui souhaiteront acheter du terrain. La courbe en escalier, on peut aussi la simplifier par une ligne droite qui représente la demande. De façon générale, la demande d'un bien, c'est la quantité de ce bien que les acheteurs, normalement utilisateurs, souhaitent acheter en fonction du prix. Et spécifiquement dans le cas du sol, on dira que la demande de terrain, eh bien, c'est la quantité de sol que les usagers, les investisseurs, les développeurs, les promoteurs souhaitent acheter pour un prix du mètre carré donné. Donc on partira d'un prix du mètre carré comme celui-ci, et on pourra déterminer grâce à la courbe de demande quelle est la quantité de mètres carrés que les acheteurs, qu'ils soient investisseurs, développeurs, etc., que ces acheteurs souhaitent vraiment acheter à ce prix. Alors, c'est toujours une simplification. En réalité, la demande est beaucoup plus granuleuse, elle ressemble plus à un escalier. Et puis aussi, elle n'a pas de raison d'être aussi régulière. Ça peut être quelque chose de plus irrégulier. Ce qui est important pour nous, c'est que la courbe de demande permet de représenter ce qu'on appelle la loi de la demande, à savoir simplement que pour un prix plus faible, la demande est plus forte. Alors j'ai représenté ici un prix élevé, le prix P1, avec la demande correspondante, qui est la quantité que les acheteurs souhaiteraient acheter à ce prix. Et si le prix baisse au niveau P2, eh bien on aura on peut lire sur la courbe de demande la quantité plus élevée de terrain que les acheteurs souhaiteraient acheter à ce prix plus faible. Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent acheter plus de terrain à un prix plus faible? Eh bien, d'une part, ça peut être les mêmes acheteurs qui peuvent maintenant se permettre des terrains plus grands, ou alors ça peut être de nouveaux acheteurs qui apparaissent sur le marché parce qu'ils ont constaté qu'à un prix de terrain plus faible, l'investissement foncier devient attractif par rapport à l'investissement financier, ou bien de nouveaux promoteurs, parce qu'ils constatent qu'à ce prix du terrain très faible, eh bien, ils peuvent réaliser un projet immobilier qui leur permet d'obtenir une marge intéressante. Aussi, dernier cas, c'est celui des usagers qui comparent location et achat, un prix du terrain plus faible. L'option achat devient plus attractive par rapport à l'alternative de louer un terrain ou d'autres surfaces. La demande de terrain ne dépend pas que du prix du sol, elle dépend de toute une série d'autres paramètres qui sont représentés ici par la variable x, x1 dans un niveau initial et un niveau x2 lorsque ces paramètres ont changé. Et la variation de ces autres déterminants de la demande de terrain conduit à un déplacement de la demande. Par exemple, ici, nous avons fait changer une série de facteurs, de paramètres x qui ont pour effet de conduire à un déplacement vers la droite de la demande, ce qui veut dire que pour le même prix, la quantité de terrain que les acheteurs souhaitent acheter est maintenant plus élevée. Alors qu'est-ce qui peut provoquer un tel déplacement de la demande? Donc une augmentation de la quantité de sol que les acheteurs veulent acheter à prix inchangé. Il peut s'agir par exemple d'une diminution des taux d'intérêt, puisque les investisseurs comparent le placement foncier avec le placement financier. Quand le taux d'intérêt baisse, le placement financier est moins intéressant et donc davantage d'investisseurs vont se retourner vers le placement foncier, même si le prix du sol n'a pas changé. Il peut aussi s'agir d'une augmentation des revenus anticipés du terrain, que ce soit des rentes foncières ou que ce soit des futurs prix immobiliers. Il peut s'agir pour un promoteur d'une baisse des coûts de construction, qui lui permet donc de payer plus pour le terrain, ou encore ça rend plus de promotions rentables parce que les prix de construction sont plus faibles. Et puis finalement, il y a un élément d'anticipation d'augmentation des prix futurs. Si les acheteurs potentiels s'attendent à une hausse des prix des terrains dans le futur, eh bien ils sont disposés à acheter plus de terrain, ils sont intéressés à acheter plus de terrain aujourd'hui. Donc voilà une série de déterminants, taux d'intérêt, rente foncière, prix immobilier, prix de construction, prix de terrain futur, qui rentrent dans cette variable X et dont la variation conduit à un déplacement de la demande. J'ai représenté des variations de ces facteurs qui ont pour effet de déplacer la demande vers la droite, donc de conduire à une augmentation de la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter à prix inchangé, mais ces mêmes facteurs peuvent évidemment agir aussi dans l'autre sens. Donc une augmentation des taux d'intérêt, une diminution des rentes foncières, etc., provoquera un déplacement de la demande vers la gauche. On peut imaginer qu'à ce moment-là, on part de cette demande ici,
et on a un déplacement vers une demande plus faible, donc une quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter plus faible, toujours à prix inchangé. Alors on voit qu'on a eu des déplacements le long de la courbe de la demande sur l'image précédente. Ce sont des déplacements, des modifications de la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter suite à une modification du prix du terrain. Et puis on a des déplacements de la demande elle-même qui sont provoqués par des modifications des paramètres qui ne sont pas représentés dans la courbe. Ce n'est pas simplement les prix, ce sont d'autres variables X dont la modification conduit à une modification de la quantité de sol que les acheteurs souhaitent acheter, avec une conséquence plus tard, on le verra, aussi sur les prix des terrains. Dans cette leçon, nous avons développé la notion de demande de terrain. Nous avons vu ses déterminants et qu'est-ce qui peut la faire varier. Dans la prochaine leçon, nous allons confronter la demande de terrain avec l'offre, donc les acheteurs avec les vendeurs. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.